l'impact social, il est évident lorsqu'on parle d'un pays comme le Maroc, un pays en voie de développement, dont le secteur informel constitue une part très importante et qui a constitué déjà une solution pour l'économie marocaine. Maintenant, ça peut constituer un problème, ce qui fait que l'État doit intervenir dans ce sens pour résoudre soit les problèmes, agir sur les problèmes économiques, mais aussi sur les problèmes sociaux. Alors maintenant, je passe à la deuxième question, deuxième axe de notre conférence aujourd'hui. Et beaucoup de gens attendent à ce que je pose cette question. Alors, il y a la crise intervient, le déséquilibre, elle est là, l'État intervient. Des mesures sont entreprises, soit pour soutenir l'offre, soit pour soutenir la demande. Mais la question qui se pose là, si dans certains pays, on comprend déjà que le mécanisme, c'est la relance économique et c'est la politique de relance pour essayer de sortir de cette récession, au Maroc, on a une difficulté à comprendre est-ce qu'il s'agit vraiment d'une relance ou bien d'une politique d'austérité ou bien les deux à la fois. Parce que lorsqu'on parle de la relance, c'est une politique qui fait qu'on va soutenir la demande par des politiques généralement audacieuses, soit des politiques monétaires ou des politiques budgétaires. Mais lorsqu'on voit la réalité au Maroc, en même temps, on opère à ce qu'il y a des ponctions sur les salaires des ménages secteur et aussi des contributions, des annulations de concours, des annulations de certaines dépenses étatiques non nécessaires, jugées non nécessaires. Ce qui fait toujours, c'est la question qui se pose. Moi, on se pose cette question. Est-ce que on peut parler d'une politique de relance ou bien d'une politique d'austérité ou bien qu'on est perdu entre les deux? À vous la parole, cher ami. Merci, cher ami. Donc, voilà. Euh, bon, euh, quand on est face à une crise, la réponse et les mesures, il faut distinguer entre deux choses. Il y a des mesures qui doivent être conjoncturelles, normalement qui répondent aux problèmes à l'immédiat, qui doivent nous faire sortir de la crise, et puis des mesures stratégiques qui permettent certaines continuités et du processus de réforme. Donc, je dirais que le problème au Maroc n'est pas isolé, c'est un problème au niveau international parce que personne ne sait quoi faire, les mesures sont similaires partout dans le monde, on essaie de copier d'ici par là, donc chacun il fait ses mesures et on essaie d'apprendre, comme on apprend au niveau sanitaire sur le virus, sur ses mécanismes, etc., on apprend sur le plan économique comment on doit réagir, etc. Donc, parmi les mesures qui ont été entreprises et partout dans le monde, c'est pour répondre à l'immédiat de ce choc à l'offre et à la demande et pour soutenir la confiance. Vous savez que le problème économique le plus grave dans l'économie, c'est le problème de confiance. C'est quand les investisseurs vont perdre confiance, et là, je ne suis pas en train de vanter les mérites du système ultralibéralisme, etc., non, du tout, mais ce système, il est ancré partout dans le monde et c'est comme ça qu'on réagit de façon générale. Donc, quand on a un problème de confiance, les investisseurs ils deviennent réticents, il y a moins de financement, il y a plus de fonds qui vont y aller dans la thésaurisation, etc., et qui sortent du circuit, constituent des fuites économiques, etc., des fuites monétaires, ce qui aura un impact très catastrophique sur l'économie réelle. Donc, on parle du marché financier, vous allez me dire que ça, c'est les grandes entreprises, etc. Mais il faut rappeler que ces grandes entreprises, c'est elles les plus transparentes et qui respectent le plus de normes, de rigueur au niveau de la transparence. C'est elles qui garantissent l'emploi formel, etc. Donc, ils constituent également des ressources fiscales qui sont très importantes. Lorsque ces grandes entreprises sont touchées, donc voilà, vous pouvez imaginer l'impact sur les budgets, etc., que ce soit de l'État, que ce soit des ménages, etc. Donc, les mesures ont été entreprises de façon à réagir de façon au moment de la crise. Il n'est secret pour personne qu'il faut entreprendre une politique de relance, mais ça reste quand même conjoncturel. Une politique de relance d'inspiration keynésienne, etc., pour y remédier, qui est basée sur des relais qui sont très connus, qu'il faut produire plus de masse monétaire, réduire les taux d'intérêt et par la suite soutenir la demande et entretenir un investissement public et le retour de l'état de providence de façon plus ancrée. Ça arrive encore avec cette volonté que l'état-nation revient de force au niveau
au niveau des mesures qui doivent être entreprises. Et le problème ici, c'est qu'au niveau de ces mesures-là, et quand on va réduire les taux d'intérêt, on arrive à des taux tellement bas qu'on n'aura plus de réponse. Ça, c'est un problème encore. C'est-à-dire qu'en réduisant les taux d'intérêt, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, ça n'était pas très efficace au niveau des crises de 2007, voire même qu'en est-il aujourd'hui, même si il y a d'autres mesures qui ont été entreprises au niveau international et même au Maroc, c'est l'intervention et la régulation des marchés financiers eux-mêmes. C'est-à-dire que là, l'autorité du marché financier marocain, du marché l'AMMC, donc il s'est intervenu pour maîtriser la bande de fluctuation des cours, etc. Il faut rappeler qu'au niveau du marché financier marocain, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, la capitalisation boursière, il a perdu plus que 20%. Ce qui veut dire que plus que avoisinant le un quart de la capitalisation boursière a été perdu. Donc, vous pouvez imaginer l'impact sur les entreprises, sur l'investissement, sur les secteurs d'activité. Donc là, également, les autorités monétaires au niveau de Fed, au niveau de la Banque centrale américaine, au niveau de la BCE, ils ont garanti qu'ils vont intervenir sur le marché pour acheter les actifs. Ça, c'est pour maintenir le système de l'offre et de la demande et pour qu'il n'y ait pas un crash financier qui ne serait plus maîtrisable par la suite. La même chose a été entreprise par le Maroc. Donc, le Maroc, la Banque centrale s'est intervenue à travers des mesures qui sont beaucoup plus immédiates. Donc, ça a eu un impact sur les médias également. C'est-à-dire qu'il s'est intervenu pour baisser les taux directeurs et pour garantir un certain financement pour l'activité économique. Donc, il y avait également un soutien pour les petites et moyennes entreprises avec des crédits oxygène, etc. Mais là, je nuance un petit peu qu'il y avait une petite faille, c'est que les coopératives n'étaient pas concernées. Donc, et ça, le système de l'économie sociale et solidaire, il était un petit peu fâché et a réclamé ça auprès du gouvernement qui n'était pas pris en considération. Ça, c'est au niveau des mesures qui ont un impact qui est conjoncturel. Évidemment, il ne faut pas oublier que lorsqu'on utilise la monnaie, on risque d'avoir un problème. C'est que lorsqu'on soutient la demande à travers la baisse des taux directeurs et les baisses. Donc, on a un problème de l'offre, un choc sur l'offre au niveau de la production, ce qui va nous donner une situation où la demande, il pourrait augmenter, mais l'offre, il pourrait stagner. Et ça, c'est un problème également spécifique à l'économie nationale qui pourrait engendrer des taux d'inflation exorbitants. Donc, même si certains économistes au Maroc, ils sont là pour soutenir l'idée qu'il ne faut pas toujours se fier à sauvegarder ces fondamentaux de taux d'inflation, etc. Lorsqu'il augmente à 5 ou 6%, ce n'est pas aussi grave pour l'économie nationale que maintenant. Bon, moi, personnellement, je trouve que la réponse à l'immédiat du Maroc, elle était exemplaire, donc on fait avec certains petits ajustements qui doivent être faits. Mais sur le plan stratégique, là, je vais laisser ça pour la fin. Donc, il faut y avoir également des mesures au niveau stratégique qui permettent de pérenniser et de capitaliser autour des acquis que nous avons. Je rappelle également que tout dépend de déroulement de la crise. Parce que le problème avec cette crise-là, c'est un problème que l'être humain, on a l'impression qu'on est en train de s'habituer avec la crise. On n'est plus dans une situation de dire quand est-ce qu'on va sortir, mais de dire comment on va faire avec la crise. Donc, les mesures, ils sont en train de s'ajuster. Et si au départ, la priorité a été donnée à tout ce qui est sanitaire, donc il fallait se confiner, il fallait être très prudent pour ne pas endommager la santé, etc., etc. Maintenant, on est en train de faire un petit arbitrage, on essaie un petit peu de faire un arbitrage entre ce qui est sanitaire, économique et social, etc., pour préserver les emplois, pour soutenir l'activité économique sans perdre la maîtrise de la pandémie. Parce que si ça dégénère au niveau sanitaire, ça risque d'être très, très grave, que ce soit au niveau économique, au niveau humain, etc. Donc voilà, il faut avouer qu'on est en train d'apprendre avec la crise. Donc les autorités marocaines, ils ont mis des institutions, une commission de veille, des mesures à l'immédiat, voilà. Mais avec le temps, on essaie un petit peu de s'ajuster et d'apprendre avec la crise.
et de voir comment ça peut évoluer. C'est que la particularité problématique de cette crise-là, c'est que tout dépend des laboratoires, de ce que ça va. Peut-être que si les laboratoires ils nous disent qu'il y a un vaccin, qu'il y a un médicament qui est efficace à 100%, tout cela va se terminer. Mais le problème économique ne va pas se terminer. C'est ça la problématique que nous avons. Donc, mais maintenant, on essaie un petit peu de s'habituer et de faire avec la crise et de faire avec cette pandémie, tout en essayant de réaliser un certain arbitrage entre les différents indicateurs, différents domaines, que ce soit économique, que ce soit social ou bien sanitaire. Voilà. Merci mon ami, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais mon sourire, ça vous dit tout simplement que vous avez dépassé le temps qui vous est imparti, mais c'est pas grave. Bon, alors là, je passerai pour, s'il vous plaît, pour résumer un peu ce qu'a dit notre ami Sebouziane Tabaji. Alors, Sebouziane Tabaji a parlé premièrement d'une chose très importante, c'est la question du cas de l'anticipation rationnelle. Alors, lorsqu'on est dans une situation d'anticipation rationnelle, soit les agents économiques sont en train d'anticiper les actions de l'État. Et ça peut être contre-productif. Même si on est dans une politique de relance, les effets risquent d'être amortis par les anticipations des ménages. Et là, je parle exactement de la question de l'épargne. Parce que lorsqu'on est actuellement dans une situation de crise, avec une politique de relance audacieuse et volontariste, on se pose toujours cette question par rapport au futur. Est-ce qu'il y aura des augmentations d'impôts dans le futur? Alors là, ça pousse les ménages automatiquement à épargner plus. C'est une épargne de précaution qui peut déjà diminuer l'effet ou bien amortir l'effet d'une politique de relance. Alors ça, c'est compris. Et par la suite, vous avez parlé, cher ami, de mécanismes ou bien de l'impact sur les marchés financiers et sur la politique monétaire par la baisse de taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on peut baisser le taux d'intérêt, mais à certains niveaux, lorsqu'on arrive à un certain niveau, une baisse supplémentaire risque de ne donner aucun effet. Alors là, on doit toujours attendre une réaction de l'appareil économique. Et sans cette réaction, on est toujours dans la création de tensions inflationnistes. Alors bon, je passe maintenant à Monsieur Rachid, pour poser une question. Et par rapport, moi, ma question pour Monsieur Rachid, on parle maintenant de crise, de problèmes, de politique étatique, mais l'appareil productif, dans ces conditions, il n'était pas à l'arrêt. Lorsqu'on parle, par exemple, on travaillait dans l'urgence. Alors, il y a des industries qui fonctionnaient même dans l'urgence, ce qui fait qu'on a des dégâts, oui, mais qui sont limités. Alors, moi, je me demande par rapport à cette politique de relance, cette incertitude par rapport à cette politique de relance, est-ce que ce n'est pas le temps pour bien clarifier les objectifs par rapport au choix étatique? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Une intervention volontariste pour relancer l'économique avec un arbitrage au profit de la maîtrise du chômage ou bien de la récession, ou partir sur l'austérité avec l'objectif de contrôler l'inflation. À vous la parole, cher ami. Alors, merci, cher ami, pour la question. Donc, si j'ai bien saisi la question, donc c'est toujours par rapport donc aux mesures prises par le gouvernement, ou bien au moins pour pouvoir répondre à ta question. Donc, il faut tout d'abord, parce que pour caractériser donc comment dire, les mesures ou bien la politique étatique d'aujourd'hui face à la crise Covid-19. Donc, il faut tout d'abord dire voilà ce qu'a fait l'État. Et pour le faire, justement, je reviens donc pour ne pas revenir sur les effets, etc., sur les pronostics, les prévisions et tout ça. On sait que une crise économique est en train de se profiler et s'annonce, ok, 1,5% taux de croissance de la Banque mondiale, moins 3,7% pour le Fonds monétaire international, une balance commerciale voilà sous pression et un déficit comment dire du compte courant qui peut s'établir donc à 7,8% du PIB en 2020. Donc tout ça normalement ou bien une telle évolution à vrai dire aurait d'importantes implications pour la parité dans un premier temps du dirham. J'essaie là de vous expliquer les problèmes pour un peu de pédagogie, expliquer les problèmes pour dire qu'est-ce qu'a fait l'État en contrepartie de tout ça. Alors là, j'ai dit des implications importantes en termes de parité du dirham qui devraient se déprécier à mesure que
les monnaies donc constituant donc le panier de référence vont s'apprécier. Donc, on assistera donc à une dépréciation, bien une détérioration, pardon, du solde budgétaire et qui aggraverait donc la situation du déficit jumeau donc pour l'année au moins pour l'année 2020. Dans ce sens, le Maroc a pris un certain nombre de mesures. Et ces mesures, en effet, ils sont en ligne avec les recommandations du Fonds monétaire international, okay, qui permettront donc de minimiser, je veux dire, autant que possible. Alors, on est en train de chercher à minimiser. Donc, minimiser autant que possible. Donc, l'impact du choc sur du Covid, bien sûr, du choc de la crise sanitaire sur l'économie marocaine. Au Maroc, la première réponse, ou bien la réponse a été dans un premier temps, a été une réponse d'ordre budgétaire, notamment par la création d'un fonds spécial de 10 milliards de dirhams pour contrecarrer les effets négatifs, je veux dire, liés à la pandémie de coronavirus. Donc, vers la fin du mois d'avril, le ZIFON a cumulé quelques 34 milliards de dirhams, 32,7, 32,6 milliards de dirhams. Ces dotations, ou bien les dotations de ce fonds ont pour objectif, d'une part, donc, d'augmenter les capacités du système de santé et de prendre également en charge les dépenses de santé qui vont être engendrées par la pandémie, ça d'une part, et d'autre part, pour enfin soutenir l'économie face à la récession qui se prononce. Donc, les fonds serviront en fin de compte donc à la sauvegarde également à la sauvegarde des emplois, okay, et un lissage de l'impact, je vais dire, social de la crise à travers donc à travers des transferts ciblés. Lorsqu'on parle de choc, hein, il faut un peu mettre au clair les choses. Le choc, il est un peu double. Il y a un choc interne et il y a un choc externe. Voilà, parce que l'économie nationale, il est impacté, mais également nos partenaires, ils l'ont également. Les partenaires, je parle de partenaires économiques dans ce sens. Et donc, l'objectif, ou bien l'objectif global, il était également double à son tour. Parce que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on parle tous à planir la courbe de l'épidémie et tout ça. Donc, ça, c'est l'objectif 1, aplanir la courbe de l'épidémie, mais également aplanir la courbe de la récession qui se profile. Et pour ce faire, des mesures ont été prises à l'égard donc des ménages et des entreprises pour bien évidemment donc contrecarrer, comme je dis, l'effet négatif de la crise. Et toujours du point de vue de la demande et du point de vue de l'offre, parce que comme je l'ai expliqué au départ, c'est une crise qui combine les deux dimensions. Et donc les mesures également, elles étaient des mesures qui prenaient en considération cette double dimensionnalité et donc des mesures de côté de l'offre avec lesquelles je vais commencer. Donc du côté de l'offre, qu'est-ce qu'a fait le Maroc? Donc ou bien les autorités marocaines. Donc ils ont puisé dans les ressources bien évidemment du fonds de Covid-19 pour indemniser les ménages dans le secteur formel. Une manière de leur permettre de garder leur pouvoir d'achat et leur pouvoir et tout simplement leur demande d'une manière directe et d'une manière indirecte afin de maintenir donc la production de certains secteurs clés. La deuxième mesure prise dans ce sens toujours, c'était la question donc de des échéances de crédit. Ah, ok, on a essayé donc d'aider donc les ménages. Hein, faisant face à des échéances de crédit, donc à pouvoir donc les reporter tout simplement pendant cette période de crise, notamment pendant la période du mois de mars, avril et puis de mai, donc jusqu'au la fin juin plutôt. Des indemnités forfaitaires de 2000 dirhams en complément des allocations familiales et de l'AMO ont été également transférés donc ou bien ils sont en train de se transférer, pour ne pas dire ont été en train de se transférer à chaque salarié donc déclaré en arrêt de travail. Il y avait également le report du crédit à la consommation et des crédits immobiliers. Ça, c'est des mesures pour les familles exerçant dans le formel. Pour le formel, n'a pas été oublié également. Hein, on a donc dans une première phase donc viser donc les ménages inscrits au registre de Ramed qui recevront donc des transferts de 800 dirhams donc pour les personnes de 2 personnes, 1000 dirhams pour les 2 à 3 personnes et 1200 dirhams pour les ménages de plus de 4 personnes. Également les ménages précaires et qui ne sont pas enregistrés au registre de Ramed, ils étaient également
prise en considération de ce sens. Maintenant, ça, c'est du côté de l'offre. Hein. Le rire et le sourire, donc c'est pas le moment parce que je viens de commencer. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouviez parler, cher ami, pas de problème. Parce qu'il y a vraiment plusieurs dimensions qu'il faut traiter. Alors, ça, du côté de la demande. Sinon, du côté de l'offre. De côté de l'offre, qu'est-ce qu'a fait le Maroc justement pour éviter au plus possible donc les effets de la crise. Donc la CNSS par exemple a acté un report du paiement des cotisations sociales aux employeurs pour le mois du mars au mois de juin sans pénalité. Ok. Il y avait également un moratoire sur les crédits bancaires qui a été mise en place jusqu'au 30 juin 2020, donc selon l'égide de GPPM, le groupement des professionnels des banques au Maroc et de Banque al-Maghrib. La Caisse de garantie a mis en place un produit d'aman oxygène à destination des TPME dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 200 millions de dirhams. Il y a un problème de sang, cher ami Youssef, si tu peux le régler. D'accord. Okay. C'est bon? Maintenant, c'est bon, très bien, merci. Des incitations fiscales ont été également en faveur des entreprises ont été également mises en place, notamment à travers le report des échéances fiscales pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de dirhams, toujours jusqu'au 30 juin, donc 30 juin 2020. Okay. Les contrôles fiscaux ont été suspendus pour le moment. Mais également, le ministère des Finances a pris également des décisions dans ce sens. Et il a appelé à la régularisation de tous les arriérés de paiement au bénéfice des TPE, des TPME, des TPE et PME, justement pour ne pas aggraver leur situation en cette période de crise. Donc ça, c'était des mesures qui ont été prises dans le cadre du choc interne. Mais le choc, comme je l'ai dit tout d'abord, il est un choc également externe. Et pour contrecarrer et pour comprendre plutôt ce choc interne, et effectivement, ce mécanisme, il convient de revenir en détail sur la balance des paiements que je viens d'expliquer tout à l'heure dans ma première présentation. Cette balance courante, ou bien au niveau de cette balance courante, il y a une suspension de production de la filière automobile et qui pèse. Ils ont repris aujourd'hui l'activité, mais qui pèse sur la balance des paiements, étant donné que c'est le premier secteur exportateur au Maroc, ok. Et heureusement que les inputs de processus de production du secteur automobile sont importés à 50%, donc ce qui va jouer comme étant un facteur qui va apaiser un peu l'aggravation du déficit. Également, la question des bénéfices. Des opérateurs internationaux qui seront rapatriés. Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles le gouvernement marocain a essayé de faire face, sans pour autant oublier un secteur très important, celui des exportations de services, j'ai oublié d'en parler, celui du tourisme, qui est le plus touché aujourd'hui et qui constitue près de 7% de la richesse nationale marocaine et qui souffre aujourd'hui. Et donc, vous voyez là, j'étais en train de vous exposer les composantes essentielles du modèle actuel de l'économie marocaine et qui sont en train tous de présenter donc des indicateurs qui en dégradation, les investissements directs étrangers et tout ça. En plus de ça, la situation de l'économie chez les partenaires économiques, notamment la zone euro et les pays de Golfe, donc qui conduira donc à une réduction, bien évidemment, des IDE entrant au Maroc. À tout cela s'ajoute également donc le recul des transferts des Marocains résidant à l'étranger. Donc face à cette situation, si vous permettez, pour finir. Face à cette situation, il y a cette difficulté rencontrée par la balance, le compte courant et tout ça. Donc, le Maroc a également débloqué une ligne de progression de liquidité parce que je dois revenir sur toutes les mesures pour pouvoir revenir après pour dire est-ce que ça marche pas. Ils sont assimilés à quoi en fait. Une ligne de progression de liquidité, comme j'ai dit, a été débloquée de 3 milliards de dollars. Une ligne de crédit également a été contractée par la Banque mondiale de 275 millions de dollars. Donc, je crois
qu'on n'est pas dans une logique d'austérité, comme vous venez de le dire. On est plutôt dans une logique de relance, on est plutôt dans une logique de financement des secteurs socio-économiques, ménages, etc., comme vous le remarquez. Donc, des fonds ont été mobilisés, justement. Donc, on n'est pas dans une logique plutôt d'austérité, au moins sur le court terme, au moins pour le moment, mais plutôt dans une logique de relance. Qui fait débat, il fait débat. Nous allons revenir dans la troisième question. Bien sûr, Rachid, bien sûr. On va revenir là-dessus. C'est très intéressant ce que vous venez. C'est ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Pour bien sûr récapituler, vous avez fait une analyse au niveau sectoriel pour démontrer l'impact de la politique étatique et les mesures qui ont été entreprises pour un peu alléger l'impact de la crise sanitaire. Et vous avez parlé d'une relation étroite entre l'évolution de la pandémie et l'évolution des indicateurs macroéconomiques. Alors moi, je vais m'éloigner un peu de ces indicateurs macroéconomiques et je reviens sur l'aspect social parce que lorsqu'on parle de ce qui est macroéconomique, on a des indicateurs, on peut mesurer sur le court terme, sur le moyen terme, mais on a toujours cette impression qu'il est difficile de mesurer l'impact social. Là, on a une pandémie, on a des impacts sociaux, on a une politique qui s'instaure avec des aides octroyées pour un peu soutenir la demande par des aides directement pour les ménages. Et c'était en deux temps, les gens qui travaillaient, bien sûr, qui disposent de la CNSS, puis les gens qui travaillaient dans le secteur informel. Et alors, moi, ma question pour vous, c'est par rapport à ces mesures. Est-ce que on peut on peut évaluer déjà l'efficacité des mesures au niveau social, puisque l'État a entrepris des mesures, mais on entend partout qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, qui se disent que peut-être qu'il y avait une politique pas bien ciblés, ou bien des problèmes dans la distribution des aides, ou bien que et puisqu'on dit toujours que dans les situations de crise, le cash doit être dans les mains de ceux qui n'en ont besoin. Ça veut dire qu'ils ont besoin de ça pour un peu pouvoir démarrer l'activité ou bien soutenir cette demande. Alors pour moi, est-ce qu'on peut déjà évaluer l'efficacité de la politique, bien sûr, les actions de politique sociale ou non? À vous la parole, cher ami. Moi, je pense que dans l'état actuel, c'est très difficile de parler de politique économique ou de politique sociale. C'est un ensemble de mesures seulement pour retrouver le statu quo. Ce n'est même pas pour relancer l'économie, mais c'est pour retrouver le statu quo, c'est-à-dire l'état d'avant. C'est pour garder l'ordre social, c'est pour avoir la paix sociale, etc. C'est pour éviter le désordre. Donc, parce que cette crise a obligé un nombre important de Marocains de rester chez eux, alors qu'ils se basent sur des travaux et des revenus journaliers. Pas tous, mais il y a une grande majorité qui travaille dans l'informel. Et donc, ces personnes-là, elles étaient lésées par cette mesure. Donc, c'est une mesure importante sur le plan sanitaire, etc. Donc, mais c'est très difficile de respecter ces mesures pour ces personnes, voilà, donc, qui ont souffert soit de la diminution de leurs revenus, soit de la perte de leur travail. Donc, cette politique, donc, je ne vais pas dire cette politique, mais cette mesure d'octroyer des aides financières directes pour les ménages, elle est largement contestée, même sur le plan théorique. Parce que, comme vous le savez, au Maroc, on est plus dans l'approche libérale ou l'optique libérale, même lorsqu'on parle de l'économie aussi, lorsqu'on parle du social aussi. Donc, cette mesure d'octroyer des aides financières, c'est vrai qu'il a un caractère exceptionnel aujourd'hui, mais d'une manière générale, ça rentre dans ce qu'on appelle l'optique libérale. Donc, c'est voilà, donc on donne de l'argent aux nécessiteux à partir d'une caisse, mais on ne peut pas continuer à leur donner de l'argent dans l'avenir. Donc, les riches et les contributeurs à la caisse se poseront la question du pourquoi suis-je obligé à chaque fois de contribuer à cette caisse. Donc, aujourd'hui, on est plus dans l'optique, l'approche par compétence,
qui permet aux nécessiteux de gagner leur vie eux-mêmes grâce à des métiers, à des compétences, etc. Donc, ça veut dire que la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est la conséquence de l'échec des différentes politiques sociales antérieures. Ça veut dire qu'il faut revoir les politiques sociales de l'emploi, de la lutte contre le chômage et la pauvreté et la précarité. Il faut aussi revoir certaines définitions, certaines notions, parce que lorsqu'on parle de précarité, il y a plusieurs sens. Il y a les pauvres, mais il y a aussi la classe moyenne qui perd aujourd'hui aussi à cause de ce confinement, il perd aussi voilà, donc, certains revenus. Donc, pour les personnes qui travaillent dans des secteurs qui sont directement touchés, comme le tourisme, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir l'approche à partir de laquelle on s'inspire pour tracer nos politiques sociales. Donc, même si on parle de l'approche par compétence, mais théoriquement, mais sur la pratique, il y a plusieurs dérapages. Donc, c'est comme si je prépare une thèse et le théorique n'a pas de relation avec la pratique, avec la réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut soit adapter la réalité à la théorie, ça, c'est pas possible. Donc, on a notre réalité. Ça veut dire qu'il faut adopter et adapter notre théorique, notre pensée, notre manière de penser, notre culture, etc. Donc, je vais revenir aux mesures qui ont été prises d'une manière générale pendant cette crise. Donc, l'une des manières qui me permet de connaître l'impact d'une mesure et de comparer avec la situation, c'est qui correspond à l'absence de la mesure en question. Donc, certainement, sont une mesure de fermeture, de confinement, surtout, on sait bien que les dégâts seraient encore plus importants. Donc, c'est-à-dire que ces mesures, elles étaient nécessaires, obligatoires, etc. Et le Maroc a su quand même les prendre avec sérénité, avec souveraineté, surtout parce qu'il y a certains pays très riches, développés, etc., qui n'avaient pas la possibilité de prendre ces mesures parce qu'il y a un problème de souveraineté, parce qu'ils sont dépendants d'autres des unions, par exemple, ou bien des relations commerciales, etc. Donc, j'ai aussi une pensée particulière parce qu'on pense toujours aux personnes et aux gens qui sont au Maroc. Donc, il y a la pauvreté, la précarité, le chômage, etc., les inégalités. Mais il faut aussi penser aux personnes qui sont restées coincées à cause de ces mesures. Des Marocains, voilà, donc qui sont restés coincés à l'extérieur. Une pensée à eux. Et parmi eux, ceux qui sont restés dans des conditions difficiles, et parmi eux, ceux qui ont contribué, mais qui ont contribué toujours au travail à distance. Donc, il y avait des professeurs, etc. Voilà. Donc, à part quelques paniques, donc, en général, le Maroc a démontré sa capacité à appliquer des décisions politiques souveraines, mais comme j'ai dit, c'est très difficile de parler de politique économique, de relance, c'est seulement des mesures pour vraiment retrouver l'ordre social et c'est pour garder le statu quo. Voilà. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été prises et qui étaient contestées, qui étaient acceptées, mais qui étaient aussi contestées. Par exemple, lorsqu'on parle de la campagne de solidarité, donc c'est facultatif, oui, c'est une bonne chose, mais il y avait certains, moi j'avais quelques entretiens téléphoniques avec des fonctionnaires qui disaient que c'est vrai que c'était pas obligatoire, la fonction sur le salaire, c'était pas obligatoire, mais il y avait certains de la classe moyenne inférieure qui étaient quand même lésés par cette mesure. Donc voilà, donc je peux laisser le reste peut-être pour
la prochaine question. Merci. Merci, Monsieur Saad. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Vraiment, je suis dire que je suis totalement d'accord avec vous dans le sens où on ne peut pas parler de politique puisque les mesures entretenues jusque-là ne sont pas cohérentes. Lorsqu'on a des politiques cohérentes qui suivent le même objectif, on peut parler de politique avec des objectifs clairs. Alors, aussi, vous avez parlé de la question de la classe moyenne, que la classe moyenne est très importante parce que c'est par la classe moyenne qu'on peut soutenir la demande et c'est par la classe moyenne que peut déjà résoudre un certain nombre de problèmes. Aussi, la question du secteur informel, c'est bien dit lorsque vous avez parlé que le secteur informel, même si on a octroyé certaines aides, ça reste insuffisant jusqu'alors pour dire que déjà on est en mesure d'éradiquer le problème. Alors, ce sont des mesures pour le moment. On doit bien sûr les développer dans ce qui suit. Bon, je passe maintenant au troisième volet de notre discussion et je reviens vers mon ami Tabaji pour poser une question par rapport à cette